Bonjour et bienvenue à tous pour une rencontre exceptionnelle organisée dans le cadre du prix des lycéens et apprentis de Normandie. Vous êtes aujourd'hui une dizaine d'établissements à suivre l'événement à distance. Avec nous, Patrick Chauvel, photojournaliste ayant couvert près de 40 conflits depuis plus de 50 ans. Habitué du prix Bayeux, il a d'ailleurs été président du jury en 2009. Aujourd'hui, pour mener cet entretien, Manon, Julia, Cain et Louana, élèves du lycée Arcis de Caumont de Bayeux. On a appris que vous êtes parti pour votre premier reportage à l'âge de 17 ans. Et je voulais savoir qu'est-ce qui vous a poussé? Est-ce que ça a été un coup de tête ou est-ce que vous aviez réfléchi avant? Pas vraiment réfléchi avant, c'était pas un coup de tête pour la simple raison, c'est que ni réfléchi, c'est ni l'un ni l'autre. Je ne savais pas qu'il y aurait la guerre en Israël, donc je pouvais pas réfléchir parce que ça a surpris tout le monde. Je l'ai su à peu près 15 jours avant. Mon père était grand reporter. Donc il en parlait avec Schendorfer, qui était mon oncle, qui avait épousé la sœur de mon père. Schendorfer était un journaliste, caméraman, réalisateur de fiction, réalisateur de documentaires, écrivain. Et donc très au fait de ce qui se passait dans le monde, ils en parlaient tous les deux, j'écoutais. Donc je savais qu'il y a une guerre se préparait en Israël. Tous les pays arabes autour mobilisés pour attaquer Israël. Et à un moment donné, les Israéliens ont passé une annonce où ils demandaient des volontaires pour remplacer la jeunesse israélienne qui avait été mobilisée en vue d'une guerre avec les Arabes. Donc je me suis inscrit. Ça me paraissait une aventure intéressante, puis aller sur un terrain où il y aurait peut-être une guerre. Donc ils payaient le voyage. Donc je suis parti de Paris jusqu'à Brindisi, c'est un port au sud de l'Italie, en train. Ensuite on les a mis dans un bateau jusqu'à Haïfa en Galilée, c'est un port en Galilée. Et ensuite il y a des camions qui ont envoyé les jeunes dans différents kibboutz. Je me suis retrouvé au kibboutz Yagour en Galilée, c'est un gros kibboutz, où là j'ai commencé à ramasser des oranges tôt le matin. Et au bout de 4 ou 5 jours, après une semaine à peu près, la guerre a éclaté. Et là, j'ai fait le mur et je suis parti en stop sur le front pour faire des photos. À l'époque, c'était beaucoup moins surveillé qu'aujourd'hui. En plus, parmi les volontaires, il y avait des jeunes juifs français qui étaient venus se battre, en fait, aussi, pour défendre Israël. Donc, on a été 3 ou 4 à être partis. Et donc, j'ai assisté à quelques combats, j'ai raté absolument toutes les photos, je savais pas me servir d'un appareil photo. La seule photo qui est bonne, c'est 3 ou 4 photos, en fait, de moi. J'ai passé mon appareil photo à un soldat israélien qui m'a pris en photo. Lui, il savait s'en servir. Donc, j'ai la preuve que j'étais là-bas, mais c'est tout. Donc, quand je suis rentré, j'étais furieux contre moi-même, mais j'avais compris que ça me plaisait. Que l'aventure en soi me plaisait bien. Et parce que j'avais croisé des journalistes avec qui j'ai parlé pendant la guerre des 6 jours, elle a été très courte. Pour me punir, quand je suis rentré au kibbutz, comme ils m'avaient payé le voyage et que j'avais disparu 10 jours, ils m'ont obligé à faire l'huile de funeste dans les hôpitaux. Donc j'ai dû tuer 3 ou 4 soldats israéliens supplémentaires qui avaient des blessures au ventre, qui étaient morts de rire. Et j'ai dû faire péter toutes leurs agrafes. Donc voilà, j'ai participé à la guerre, donc. Et en fait, quand je suis rentré, j'ai fait un stage à François, au laboratoire, pour apprendre à d'abord développer les films dans la chambre noire, ensuite faire les planches contact, et ensuite assister aux tireurs qui corrigeaient les fautes des photographes pour faire les tirages. Donc c'est là où on apprend la base, la matière même qui sert à faire les photos, c'est-à-dire le film. Et on comprend comment est la sensibilité du film, ensuite du papier, comment ça se développe, enfin chimiquement comment ça se passe. Et puis au labo, je voyais bien que le laborantin recadrait certaines photos parce que le type s'était un peu trompé dans son cadre. Et donc c'est une très bonne école, le labo. Bon, aujourd'hui, évidemment, ça n'existe plus, mais... Et puis un jour, en discutant avec une grosse réunion où il y avait Joseph Kessel, Schendorfer, enfin tous ces gens, plus un mercenaire, ils parlaient de la guerre du Vietnam en disant que les Américains s'enfonçaient dans un piège complet, qu'ils allaient tomber dans le même piège que les Français avant. Et donc j'ai dit, il faut que j'y aille.
Et mon père m'a regardé un peu effaré en disant « Et tes études ?» J'ai dit « Bah, si j'insiste sur mes études, je vais passer mon bac à 40 ans, donc c'est peut-être pas utile non plus. » Et à ma surprise, ils m'ont dit « Oui, vas-y, casse-toi, on va voir ce que tu as dans le ventre. » Et ils m'ont fait un petit mot pour Franchini, qui était le patron de l'hôtel Continental à Saigon, qui était un carteron corse, vietnamien, chinois, enfin, qu'ils avaient connu pendant la guerre d'Indochine. Et donc j'avais une lettre que j'ai ouverte dans l'avion, il y avait marqué « Il est à la recherche du temps perdu. 3 points, souviens-toi, aide-le. » Donc j'ai donné ça au patron de l'hôtel qui a levé les yeux au ciel parce que bon, j'avais les cheveux longs, un pantalon pâte d'éléphant avec des fleurs indiennes dessus. Il s'est dit voilà, il y a un fléau qui arrive. Et il m'a dit bon, le restaurant et la chambre, c'est gratuit, je te l'offre. En revanche, le bar et les putes, c'est pour toi. Donc j'ai dit ouais, sympa. Et puis après, bah, c'était l'offensive du Tet quelques semaines après, c'est-à-dire l'attaque généralisée de toutes les bases américaines, toutes les villes, et y compris de Saigon, le quartier chinois, par les Nord-Vietnamiens et les communistes vietnamiens du Sud, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le Viet Cong. Bah, j'étais dedans, quoi. C'est parti. Et après, bon, j'avais pas un rond, mais comme j'étais tout le temps avec l'armée américaine, parce que je dormais dans les bases, et puis en patrouille, bah, on avait des rations de combat. Petit à petit, comme j'étais tout le temps sur le front, enfin sur les fronts, les journaux ont commencé à remarquer mes photos. J'ai fait un deal avec l'AFP, Reuters, AP, qui m'a acheté $40, une dizaine de photos quand je revenais de 3 semaines de patrouille. J'ai fini par avoir un petit peu d'argent et ils me filaient des films aussi, parce que j'avais pas de films. Et à l'époque, c'était différent parce que quand je partais quelquefois 2 semaines en patrouille, j'avais 4 films. Ce qui fait 4 fois 36 photos, quoi. Donc si par exemple il vous reste 3 photos à faire et qu'il reste encore 4 jours de patrouille, faut pas se tromper, quoi. À la différence d'aujourd'hui où on peut faire 1000 photos dans la journée et 2000 le lendemain et 3000 et les effacer, les regarder, ça n'a rien à voir, quoi, en fait. Donc voilà, et c'était le début de l'aventure. Donc vous avez vu au cours de votre carrière des transformations sur les techniques de photographie, du coup? Ah oui, notamment avec le passage de l'argentique au numérique. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Au départ, j'étais un peu réticent parce que la qualité du film avait une profondeur, un léger grain, qui avait quelque chose d'assez beau, d'assez authentique. Mais à un moment donné, j'ai arrêté de jouer les vieux cons qui s'accrochent au passé, quoi. C'est tellement plus commode. Parce qu'avant, on perdait presque 2 jours, 3 jours dans la semaine à trouver un moyen d'envoyer nos photos à Newsweek, à Time Magazine, à Match. Et comment faire, quoi. Dans beaucoup de pays, il n'y avait plus d'aéroport. L'aéroport est fermé. Au Salvador, j'ai erré pendant une journée. La route était bloquée par les combats, l'aéroport était interdit. Et à un moment donné, j'ai loué un cheval et j'ai traversé le Salvador pour aller au pays voisin, au Costa Rica, où j'avais prévenu par téléphone. Donc le mec m'attendait avec un taxi et j'allais à l'aéroport international envoyer les films à Miami. À Miami, il y avait un correspondant qui prenait les films, qui les envoyait sur New York. New York développait les films, choisissait les photos pour Newsweek et ensuite envoyait les photos à Paris, qui allait les distribuer dans 40 pays. Ça prenait 2-3 jours. Et je repartais à cheval à l'hôtel. Je faisais 4 jours de cheval avec les films. Aujourd'hui, si je dois envoyer mes films, je mets ma clé USB, je prends un téléphone satellite et c'est à Paris dans les 5 minutes, quoi. Donc c'est 3 jours ou 4 jours qu'on perdait à chaque fois sur une semaine à chercher, en plus avec le risque que les films se perdent. On avait dans le sac à dos une vingtaine de films qui craignent la chaleur, l'humidité, le froid. Ensuite, il faut, à chaque fois que vous avez fini un film, il faut rembobiner l'appareil, en mettre un autre. S'il pleut à temps, des choses comme ça, c'est compliqué, quoi. Et la sensibilité, en plus, qui était très basse, à partir de 4 heures de l'après-midi dans la jungle, il fait presque nuit.
Le soleil passe pas par les arbres quand il est en... Et du coup, vous ne pouvez plus faire de photos. Ou alors, s'il y a des combats de nuit, vous allez faire du flash. Non, vous allez vous faire descendre. Aujourd'hui, la sensibilité des appareils comme celui-là, ça peut monter jusqu'à 50 000 ASA. C'est-à-dire que si je perds mes clés dans le noir, en regardant à travers l'appareil photo, je vais les trouver, quoi. Donc évidemment, ça a une marge, une latitude de travail incroyable, où l'appareil est d'une qualité incroyable, et en plus, on peut envoyer tout de suite. Alors, le revers de la médaille, c'est que la qualité des appareils augmentant, où pratiquement, c'est tellement, on peut mettre sur automatique, où nous, on s'amuse à mettre ça sur la pose P, ce qu'on appelle la pose professionnelle, en fait, où l'appareil fait tout. Il ne faut pas se mettre comme ça, parce qu'il faut décider. Pratiquement, si je jette l'appareil en l'air, il retombe, j'ai 2 doubles dans le match, quoi. C'est dingue, il fait tout l'appareil. Mais du coup, la qualité des photographes a baissé. Parce qu'avant, un type qui n'était pas bon et qui maîtrisait pas la technique, il arrivait à rien. Aujourd'hui, un type qui n'y connaît rien peut faire des bonnes photos. Parce que c'est l'appareil qui fait 80% du travail. Bon, il y a juste le cadre, que là c'est l'opérateur qui maîtrise. Mais s'il n'y connaît rien en lumière, il se met sur automatique et ça marche. Donc on s'est retrouvé avec plus de gens qui veulent faire de la photo. À partir du moment où il y a plus de gens, il y a peu d'élus pour beaucoup de gens, mais ça fait vraiment beaucoup de monde. Et ça, c'est pas simple sur le terrain. Et donc, il y a eu une perte de qualité des gens qui font le métier, quoi, à un moment donné. Et puis surtout, il y a trop de photos et la vitesse. Justement, quand on envoie vite, c'est un peu dangereux parce qu'il y a plus la réflexion par rapport aux photos qu'on a faites. Parce que moi, j'estime qu'il faut tout photographier, mais pas forcément tout montrer. Parce qu'on n'est pas là pour choquer le public, on est là pour l'interpeller. Les photos choquantes, il faut les faire, mais elles sont pour les archives, pour la mémoire, pour éventuellement le tribunal international, pour servir de preuve, parce qu'on travaille pas que pour la presse, on essaie des témoins pour la mémoire collective. Et la vitesse fait que quelquefois, les photos qui arrivent, le photographe a pas eu le temps de comprendre ce qu'il avait photographié, et elles vont être interprétées hors contexte, et elles peuvent faire plus de mal que de bien. Alors qu'avant, il y avait le temps. Donc, on a d'un seul coup, on est passé d'une voiture normale à une Ferrari. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça va trop vite. Et une Ferrari, il faut un type qui sait vraiment bien conduire, quoi. Et ils savent pas tous bien conduire leur appareil photo, quoi. En tout cas, maîtriser le danger d'une image ou la force d'une image hors contexte. Donc, il ne faut pas oublier la responsabilité qu'on a par rapport à ce qu'on regarde, par rapport à ce qu'on photographie, et il faut réfléchir à comment ça va être interprété si la légende n'est pas parfaite et hors contexte. Donc, la vitesse c'est à la fois un avantage, mais un risque. Et vous parlez tout à l'heure des journalistes, des jeunes journalistes. Quelle est votre impression sur ces nouveaux journalistes, ceux qui utilisent des nouvelles techniques, des nouveaux appareils? Les jeunes journalistes, déjà c'est formidable parce que c'est la relève. Donc à la limite, je vais dire le contraire de ce que j'ai dit avant. C'est formidable d'avoir plein de jeunes qui essayent parce que forcément, il va sortir à un moment donné des grands journalistes. Hein, mais le tri va être un peu plus difficile puisqu'il y a beaucoup de monde. Ce que j'ai remarqué, c'est que les jeunes et c'est sans doute lié à la difficulté du métier aujourd'hui, la presse c'est un peu un milieu sinistré, surtout la photo de guerre, puisque maintenant il y a les agences, il y a la télévision, il y a ce qu'on appelle les journalistes citoyens, c'est-à-dire les gens qui filment avec leur portable, les Égyptiens, les Libyens, les Israéliens, les Palestiniens, ils filment eux-mêmes et ils envoient sur Internet avec les réseaux sociaux. Donc quelquefois, ou alors il y a des correspondants locaux qui, grâce aux appareils qui sont extrêmement performants, peuvent envoyer des photos eux aussi, alors qu'avant il fallait envoyer quelqu'un de Paris. Et du coup, il y a une espèce de masse d'images qui arrive. Alors c'est bien parce que ça va révéler des talents, mais en même temps, ça fait beaucoup d'images non contrôlées, quoi. Mais je suis plutôt content qu'il y ait plein de jeunes qui essayent, mais c'est un métier sinistré. Puisque
comme les images arrivent de partout, les journaux n'ont plus tellement besoin de payer quelqu'un pour l'envoyer. Donc j'ai vu, par exemple, pendant la bataille de Mossoul, parce que souvent les jeunes me disent comment je fais pour être envoyé. Je lui dis mais tu ne seras pas envoyé. Les journaux ne vont pas t'envoyer. Il faut que tu sois sur place et que tu appelles les journaux. Si tu appelles les journaux de Caen ou de Bayeux ou de Paris, tu es juste un jeune avec un appareil photo qui veut aller en Afghanistan. Si tu es à Kaboul, là c'est plus pareil. Tu es intéressant. Et donc, par exemple, à Erbil, la capitale kurde d'Irak, à 70 km de Mossoul, où il y avait la bataille, il y a 4 ou 5 jeunes gens qui voulaient être journalistes, qui ont loué une baraque ensemble et se sont installés dedans. Et ils ont appelé les radios, les journaux, etc. Ils n'ont pas arrêté de travailler. Et il y en a 2 qui sont sortis du lot, on a remarqué leur talent, et qui ont été engagés après. Donc, c'est un jeune qui veut réussir dans ce métier, il faut qu'il aille lui-même, comme j'ai fait à Saïgon, où je suis parti au Vietnam. Je serais resté à Paris en demandant aux journaux de m'envoyer au Vietnam, personne ne m'a envoyé. Le fait que je sois à Saïgon avec l'armée américaine, ils ont fini par remarquer mes photos. Le meilleur exemple, c'est Rémi Ourdan du Monde, qui à l'âge de 24 ans décide d'aller à Sarajevo, où la guerre civile commence, en ex-Yougoslavie. Il contacte les radios à Paris avant de partir, il n'est pas journaliste. Et il commence à faire des petites brèves, des petits papiers comme ça. Ensuite, il fait des papiers pour... donc, à chaque fois, il signait différemment. Il faisait par exemple 3 papiers par jour, payés peut-être 50 à 60 $, quoi. Mais ça finit par faire une somme. Donc, il faisait le même papier, ce qui se passait le matin, et il signait Rémi Ourdan, Europe 1, Rémi Ourdan, Radio Suisse Normande, Rémi Ourdan, Radio Canada, Radio Belge. Enfin, et en fait, il travaille pour 4 médias francophones ou 5 médias francophones tous les jours. Et du coup, il a loué un appartement là-bas. D'abord, il a dormi chez l'habitant. Ensuite, il a été à louer un appartement. Ensuite, il a pris une chambre d'hôtel. Et il est resté tout le long de la guerre. À force, alors, il avait du talent. Les gens l'ont remarqué. Le Monde a remarqué son talent. Ils lui ont demandé de faire des papiers. Il a fini par faire des papiers. Et d'un seul coup, ils l'ont engagé. Ça a été le plus jeune grand reporter jamais engagé au monde. Il avait 24 ans. Mais c'est parce qu'il est resté sur place. Et que toutes les guerres longues révèlent un talent. Comme les périodes de crise révèlent des grands hommes politiques. C'est ce qui est rare en temps de paix. Je ne nommerai personne. Mais par exemple, la Deuxième Guerre mondiale a révélé Churchill, par exemple. De Gaulle. Donc c'est des gens qui sortent en période de crise. Et en fait, on retrouve le même phénomène chez les journalistes. C'est-à-dire que les gens qui sont sur un conflit qui dure suffisamment et qui s'installent dans le conflit, on va d'un seul coup remarquer cette guerre va révéler des talents. L'ex-Yougoslavie a révélé le talent de Rémi Ourdan, le talent de Laurent van der Stock, le talent de Luc Delahaye et Renavive. 3 photographes et 2 ou 3 journalistes, d'un seul coup, sont sortis du lot et ont continué leur carrière. Donc voilà, c'est formidable de voir des jeunes arriver parce qu'on va découvrir des talents et quand nous on bossera plus, la relève sera assurée. Ce que j'ai remarqué chez les jeunes en revanche, c'est qu'il y avait une énorme concurrence. Nous on était tous copains à l'époque. On pouvait se prêter des appareils photo, etc. Aujourd'hui, comme le métier est fragile et qu'il y a une grosse concurrence, ils sont pas forcément sympas entre eux. Et ça, c'est j'ai trouvé qu'il y avait moins de solidarité. Voilà. Mais c'est un métier absolument génial, hein, c'est une façon de vivre, c'est dangereux, c'est l'aventure, c'est une catastrophe pour la vie civile, quoi. C'est compliqué, quoi. Vous partez tout le temps. Vous n'êtes jamais là quand il faut, vous ratez la fête avec la belle-mère, le déjeuner du dimanche et les vacances, alors que vous aviez promis. Donc, en général, ça se termine assez mal. En fait, quand les gens me demandent comment ça se passe, la vie civile, la vie de couple, etc., je dis, on en a plusieurs, en fait. Voilà.
Mais à chaque fois, ça se passe bien pendant un temps donné. Vous n'avez pas des regrets par rapport à ça? Non. Aucun. Donc si vous aviez à refaire votre parcours de vie, vous ne le referiez pas? À le refaire, Oui. je fais peut-être moins d'enfants. Je ferais peut-être un peu attention, parce que pour les enfants, c'est un peu plus dur quand même. Et je me rappelle un jour, on avait interviewé ma fille qui devait avoir 6 ans, en disant « Qu'est-ce qu'il fait ton père ?» Elle avait dit « Son bureau, c'est la guerre. » Bon. Mais en même temps, il vaut mieux avoir un père qui se réalise dans ce qu'il fait, donc est assez tranquille quand il rentre. En plus, quand je suis là, je suis là. Quand je suis à Paris, ou à l'époque je vivais à Miami, bah, j'étais là, j'avais rien à faire. J'attendais le prochain reportage. Donc, contrairement aux gens qui travaillent toute la journée, qui, en fait, ils disent qu'ils sont avec leurs enfants, mais en fait, ils rentrent le soir à 9h, les enfants sont déjà couchés, et le lendemain matin, ils partent en même temps qu'eux, ils se voient peu. Ils sont là, mais ils se voient peu. Ou alors un père qui est pas content de faire le travail qu'il fait, qui est frustré, et qui est donc de mauvaise humeur. Moi, quand je rentrais à Miami, que je passais 3 semaines ou 2 semaines sans partir, je n'avais qu'une seule chose à faire, c'est m'occuper d'eux. Donc j'étais là 24/24. Voilà, donc faut voir. C'est en plus tous mes enfants après, je leur racontais des histoires, et puis les copains qui venaient, c'était tous des écrivains, des photographes, des journalistes. Et c'est un peu la fête. Ce sont des gens assez dans cette branche du métier de journaliste, c'est des gens assez comment dire, assez forts, quoi, qui font la fête fort, qui roulent en moto, bon, ça, voilà, c'est quand même, il y a de l'énergie, quoi. Quand on rentre, on est vraiment là, quoi. Jusqu'au point que Rémi Ourdan a créé un bar qui s'appelle le 61, où on se retrouve assez souvent. Donc, par rapport à votre fils, qui fait le même métier que vous avez des... Qui essaye. Ouais. Bah, il est passionné. Et il le fait bien. Le problème, c'est qu'il a démarré tard, et que, comme je vous le dis, aujourd'hui, c'est un métier difficile, quoi. Et donc, de gagner sa vie, c'est très compliqué. Il a fait quoi comme conflit, comme théâtre? Il est parti avec moi. La première fois que je l'ai amené, c'était... il avait 13 ans. C'était sur la drogue, le trafic de drogue à Ceuta et à Gibraltar. Donc, on avait travaillé avec la police espagnole. Je l'avais amené comme ça pour qu'il voit le monde. Il savait pas qu'il voulait être journaliste. Mais bon, j'en avais la garde à ce moment-là, et je m'étais dit, tiens, j'ai un reportage, autant l'amener, c'est pas tellement dangereux. Donc il a couru après les trafiquants de drogue sur les plages à 2h du matin avec la police, etc. Mais ça a fait pousser une petite graine dans sa tête. Le côté aventure, il vivait comme dans un film, en fait. Les poursuites en voiture, enfin... Et ensuite, je l'ai amené comme... J'avais besoin d'une deuxième caméra, j'ai amené mes 2 fils faire la police à la Nouvelle-Orléans. Alors là, il a commencé à voir un peu comment ça se passait. Je lui ai expliqué le soir, quand le lendemain matin, je lui disais, bon, on va tourner, il est 6h du matin, il me disait, ah merde, j'ai pas chargé mes batteries. J'ai dit, alors, première leçon, quand tu rentres le soir, avant même de prendre ta douche, même si t'es crevé, tu nettoies ta caméra, tu vides tes cartes, tu regardes ce que tu as fait, et tu mets tes batteries en charge. Après, tu te commandes un hamburger et tu regardes une série idiote à la télé, mais pas avant. Parce que tu dois être prêt à redémarrer aussi sec. Donc au fur et à mesure, il apprenait les choses. Et donc quand il est parti à Mossoul avec moi, j'ai hésité quand il m'a demandé de venir, parce que les combats étaient très durs. Mais en même temps, comme il m'a dit, si tu m'amènes pas, j'irai seul, je préférais qu'il soit avec moi. Là, il a vraiment mesuré ce que c'était, et quand on est rentré à Paris, le VSD l'a envoyé pour un deuxième voyage sans moi, tout seul. Et quand il est revenu, il a eu 7 pages dans le journal, donc ça y est, c'était parti. Le seul problème, c'est que voilà, c'est difficile de trouver du fric pour partir, et du coup, il est chauffeur Uber entre 2 reportages. C'est-à-dire qu'il amène les grands reporters à l'aéroport qui partent sans lui. Mais je pense qu'il va y arriver, mais c'est très dur.
S'il était célibataire et sans enfant, il n'y aurait aucun problème. Là, je lui aurais dit, il y a 3 mois, tu t'installes à Kaboul et tu bouges plus. Ils vont arriver, les mecs. On le savait, que les talibans allaient arriver. On pensait pas qu'ils arriveraient si vite, mais on savait que ça allait se finir comme ça. Et qu'après, pour le prochain conflit, il faut s'installer et commencer à prendre des contacts, parce qu'après, vous êtes le type qui est sur place, qui connaît tout le monde, et qui a déjà les contacts. Donc vous devenez intéressant pour les journaux. Mais malheureusement, il a une vie de famille, donc ça le coince un peu. Donc oui, moi j'encourage, si mes enfants veulent faire ce métier, pourquoi pas. Enfin, je suis assez mal placé pour leur dire c'est une connerie. Même si c'est dangereux. Mais en même temps, bon, c'est vrai que c'est dangereux, mais en même temps, la vie est dangereuse, et puis on peut pas à chaque fois être dans le déni que la mort fait partie de la vie, ce qui est un peu un des défauts du monde de la paix, quoi. On écarte l'idée de mort tout le temps. La situation des journalistes et des risques ont beaucoup changé. On a vu la multiplication des prises d'otages. Est-ce que c'est un élément que vous avez à l'esprit quand vous couvrez un conflit ? Il s'est rajouté effectivement à un moment donné le risque d'otage. Ça a commencé avec le Liban. On n'y pense pas trop, quoi. C'est un risque supplémentaire, on en tient compte. Après, on peut pas... Édouard Elias, Didier François, quand ils ont été capturés en Syrie, ils ne le savaient pas, mais le guide qu'ils avaient payé, qu'ils connaissaient, les avait déjà trahis, avant même qu'ils soient avec lui. Et Daesh, enfin ISIS, avait fait pression sur la famille de ce qu'on appelle un fixeur, c'est le type qui travaille avec les journalistes, en disant, il savait que lui, il servait de guide aux journalistes. Et donc, ils ont dû faire pression sur sa famille, je pense. Genre, on va tuer ta femme. La prochaine fois que tu as des journalistes, tu nous préviens. C'est ce qu'il a fait. Donc, en fait, ils ont passé la frontière turque, ils sont montés dans une bagnole avec un type en qui ils avaient confiance, qui a dit, il faut que je m'arrête à la station d'essence. Et à la station d'essence, il y avait les types, il y avait une autre voiture qui a, hop, ça, on essaye de trouver des guides en qui on a confiance, qui ont déjà travaillé avec d'autres gens, mais on peut jamais être sûr. C'est le seul risque, sans ça, les risques de bombardement, de recevoir une balle à coup de couteau ou sauter sur une mine, ça, ils n'ont pas changé. Donc, il n'y a que cette histoire d'otage qui peut être emmerdant. Et aujourd'hui, la différence, c'est que les types en face, en Syrie et en Irak, par exemple, et un peu moins en Afghanistan, mais le risque est un petit peu là aussi, c'est que les gens d'en face, les extrémistes musulmans, ce qu'on appelle ISIS ou Daesh, il y a des Français. Et eux, ils veulent nous tuer. Donc là, je suis concerné en tant que Français aussi. C'est-à-dire que en Syrie, sur la dernière bataille de Baghouz, où c'était tous les étrangers qui étaient coincés de Daesh, je suis tombé sur des prisonniers qui étaient des Français, des gens de la Seine-Saint-Denis, qui donc m'avaient tiré dessus la veille, quoi. Donc là, c'est plus la même histoire. D'un seul coup, on fait partie du... Mais sans ça, les risques n'ont pas tellement changé. On est plus au courant de ce qui se passe, enfin, le grand public, grâce aux réseaux sociaux, ou à cause des réseaux sociaux, ça dépend comment on le voit, quoi. C'est comme, par exemple, on pense qu'il y a beaucoup de civils tués, ce qui est vrai, mais moins qu'avant. Sauf qu'on en parle plus, parce que dès qu'un civil est tué, quelqu'un filme avec son portable. Ça fait même partie de la stratégie de nos ennemis, de s'arranger pour que nous, on bombarde un endroit où il y a des civils. Un des dilemmes des Israéliens, c'est que souvent, les brigades des martyrs d'Al-Aqsa à Gaza vont envoyer leurs missiles de la cour d'un hôpital, exprès, pour se protéger. Et à la fois, si les Israéliens bombardent l'hôpital, ils vont filmer tous les morts civils en disant « Regardez ce qu'Israël fait ». Ça devient aussi une arme, la communication par Internet, etc.
Et ça, dans la vie extérieure, ça doit être marquant et ça doit être compliqué à gérer. Alors après, chacun gère comme il peut. Moi, je gère ça très bien parce que, d'abord, je suis passionné par ce que je fais. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, à la guerre, il y a des moments magnifiques. À la guerre, il y a des gens qui vont se sacrifier pour d'autres. Il y a des actes de générosité incroyables. Il y a des actes de courage incroyables. Il y a des moments extrêmement forts, pas que dans le négatif. À partir du moment où la guerre, qui est une chose horrible, est là, à l'intérieur du conflit, il y a des gens qui vont faire des choses incroyables qu'on ne verrait pas dans le monde de la paix. Qui vont être extrêmement fidèles, extrêmement courageux. Et ça va être des histoires comme le boulanger pendant le conflit syrien, où sa boulangerie était coupée par un carrefour immense sous le tir de l'ennemi. Il ne pouvait pas nourrir ses compatriotes du quartier. Donc il y avait à peu près 500 mètres. Tous les jours, il a risqué pour amener du pain. Il a traversé le carrefour. Et à la fin, quand ça tirait au canon, il avait inventé une catapulte à pain, quoi. Donc, je veux dire, il y a des actes incroyables d'inventivité, de courage, d'abnégation, et des moments de fou rire incroyables, parce que d'un seul coup, il y a une situation grotesque, qui font que, déjà, c'est la vie à 150%. Donc, quand je rentre à Paris, à partir du moment où moi je crois que ce que je fais est utile, que ça peut servir à quelque chose, et que, comme je le disais, je travaille pour la mémoire collective, et peut-être un jour, un de vous va, parce qu'il a vu une histoire, et que dans son parcours va être un décideur, sera ministre de la Défense ou président de la République, pourquoi pas, parce qu'il a vécu à travers un reportage qu'il a vu quand il avait 20 ans, et qu'il a compris certaines choses, va prendre les bonnes décisions plus tard. Et de toute façon, nos civilisations ont besoin de connaître leur passé pour projeter sur l'avenir. Un peuple qui n'a pas de mémoire, qui perd sa mémoire, c'est pas moi qui l'ai dit, va mourir de froid, quoi. On est obligé de savoir ce qui s'est passé avant pour essayer d'éviter de répéter les erreurs du passé. Bon, pour l'instant, ça marche moyennement, mais au moins, ça rend les gens responsables. Donc tout ça fait que pour moi, c'est important de faire ce métier. Et en plus, quand je rentre, je repense quelquefois aux gens que j'ai rencontrés qui, sur le terrain, me disent « merci d'être là ». Il y a des combattants qui me disent tu dois te payer une fortune pour revenir te foutre dans la merde alors que dans ton pays, tout va bien ». Alors j'ai dit non, on n'est pas très bien payé en fait. Et là, le type me regarde en disant « ah oui, ce mec est débile, il est idiot ». Ils me prennent pour un idiot, parce qu'ils s'étaient persuadés que j'étais payé une fortune. Quand je leur dis que il y a un soldat américain, une fois, il m'a dit « tu dois être super bien payé pour venir te foutre là dans le désert avec nous. On crève de chaud et le jour, on crève de froid la nuit et on marche au milieu de champs de mines. Et on peut pas boire d'alcool, on voit pas une seule femme à l'horizon et on a du sable dans les dents. » Et j'ai dit « non, je suis mal payé. » Il s'est tourné vers les autres soldats et dit « he's an idiot. » On a la visite d'un idiot. Donc voilà. Quand on rentre, on switch complètement. Moi, quelquefois, quand je rentrais à l'époque où les périodes où j'étais célibataire, je me rappelle, j'avais un petit appartement. J'allumais et j'éteignais l'électricité pendant une demi-heure. J'étais vraiment un idiot. Parce que je venais de passer 3 mois dans un pays où il n'y avait pas d'électricité. D'un seul coup, je fais clic, waouh, clac, clic, clac. C'était génial, ça marchait, quoi. J'ouvrais le robinet, il y avait de l'eau qu'on pouvait boire. Et voilà, d'un seul coup, on se rend compte de la chance qu'on a d'être ici. Donc tout est génial. D'un seul coup, il y a de l'électricité, il y a de l'eau courante. Je vais aller au resto, je peux y aller. Bonjour mademoiselle, elle n'est pas voilée. J'écoute de la musique, je peux boire du whisky. Donc je profite énormément du monde de la paix. Mais à 150%. Je me délecte. D'un coup, prendre le métro, c'est dingue, il n'y a pas de métro là où j'étais. Je peux prendre la route sans qu'il y ait un barrage avec des fous furieux qui veulent me tuer. À la limite, quand c'est juste un flic bien habillé qui va me demander mes papiers, je vais presque l'embrasser. Ça, il m'a pas mis un flingue sur la tempe, tout va bien. Qu'est-ce que je risque?
un PV. Mais c'est pas un problème, mec. Donc je profite de la paix, au contraire. Je profite de la paix, je me repose, je regarde mes photos, j'essaie de comprendre ce que je viens de voir, j'essaie d'écrire, raconter l'histoire, parce qu'il y a plusieurs strates dans une histoire. Il y a le vécu immédiat, il y a la photographie, il y a le travail sur la photo après, il y a la légende. Et ensuite, au repos, on repense à tout ça et on se dit, tiens, je pourrais raconter l'histoire plus en profondeur à travers un documentaire avec ce que j'ai filmé ou à travers un livre. Donc, non, c'est formidable, le monde de la paix, je le vis à 100%. Pourquoi avoir choisi la photo plutôt que l'écriture? Alors en fait, j'ai choisi la photo parce que quand je faisais mes chères études, j'avais souvent, mon prof me disait 20 sur 20 sur le récit, sur les rédactions. Et 0. Je te mets 0 parce que 1000 fautes d'orthographe sur 2 pages, c'est pas possible. Donc j'avais ce complexe par rapport à l'orthographe. Donc je me suis dit, si je fais des papiers, je vais passer pour un demeuré. Ça va être plus facile de faire la photo. En fait, c'était pas plus facile. Et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à écrire. C'est-à-dire qu'un jour, il y a un éditeur qui m'a dit, tu devrais écrire. J'ai dit, non, mais attends, je vais encore avoir 0. Il m'a dit, essaye, on va voir. Et donc j'ai écrit. Et il m'a dit, effectivement, tu as un petit problème d'orthographe, mais par contre, tu as un style. Et c'est ça le plus rare. Tu écris comme tu parles, et donc c'est lisible. Pour les gens, c'est très lisible. Donc vas-y, écris. Donc il y avait une femme qu'on appelle qui saisit le texte. C'est-à-dire que moi, j'écris à la main. Et je me relis jamais. Parce que si je me relis, je déchire tout. Et donc il y a une jeune femme qui est à la maison d'édition, va taper le texte manuscrit et corriger au fur et à mesure les fautes d'orthographe et mettait... de temps en temps, elle me disait, ce serait bien qu'il y ait un verbe, là, ça fait 40 pages qu'elle n'a pas. Je te propose d'en mettre 2, au moins là. J'ai ouais, si tu veux. Ou alors elle me posait une phrase en disant, parce que là, c'est pas français. Et alors sur le côté, je mettais, c'est non négociable, tu la laisses telle qu'elle. En fait, c'était beaucoup de travail pour elle, de corriger le physique de l'écriture, à tel point qu'on a vécu ensemble, du coup. C'était plus simple. Elle ne corrigeait pas que mes fautes. Donc voilà. Et puis d'un seul coup, je me suis dit, j'adore ça. Alors, j'avais toujours fait beaucoup de légendes à l'agence Sigma et SIPA. Il n'y a pas très longtemps, quand on a créé la fondation Chauvel, il y a une fille qui travaillait à Sigma, qui recevait les films avec les légendes, qui m'a dit, Patrick, j'adorais tes légendes, et donc je les ai gardées en fait. Je dis, ah bon? Et elle m'a envoyé un truc de 20 ans de légendes avec faute d'orthographe intégrée. Et c'était génial, parce que là, c'est des trucs qui datent. Donc j'ai toujours écrit, j'adore ça, quoi. Mais j'aime bien la photo aussi, hein. Mais c'était pas mon but de faire de la photo, ni d'écrire à la limite. Moi, ce que je voulais, c'est être sur place et vivre l'histoire avec un grand H. Au fur et à mesure, on devient journaliste. Rémi, je pense qu'il est aussi parti à l'aventure. Puis d'un seul coup, il s'est pris d'amour et d'intérêt pour ce pays, pour les gens de Sarajevo, plus précisément. Et puis, il avait un talent qui faisait partie de lui, quoi. Il écrit très bien, et du coup, c'est un des grands reporters du monde depuis... Voilà. Il aurait pu faire de la photo. Alors, je ne sais pas s'il aurait pu faire de la photo, parce qu'un jour, il y a une fille qui a demandé à 5-6 journalistes de dessiner un palmier, pour voir comment... Et le palmier de Rémi, waouh. Heureusement qu'il fait de la photo. Qu'il fait pas de photo. Et non, mais pour être plus sérieux, l'écriture, c'est formidable, parce que j'ai écrit un roman, enfin c'est une histoire vraie, mais un peu romancée pour plein de raisons, qui s'appelle Sky. C'est génial. Enfin, dans le livre, je peux faire 1m81 avec des yeux verts, quoi. Personne va... Hein, je suis Dieu, en fait. Puis il y a un personnage qui m'emmerde à un moment donné, il meurt. Voilà, et hop, au suivant.
Donc c'est formidable l'écriture. Enfin, surtout quand on écrit des romans, on fait ce qu'on veut, quoi. Et on peut raconter une histoire vraie, mais pour attirer le public, la romancer un peu et dire ce qui s'est vraiment passé d'une certaine manière. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, la suite logique des reportages et ce qui nous aide vachement, c'est la fiction. Si vous regardez un film comme Blood Diamonds, par exemple, Blood Diamonds, c'est une histoire, ça se passe tout le temps. Et il y a eu des documentaires sur le trafic de diamants qui permettaient d'acheter des armes et donc de tuer des gens, qui a été vu à 11h du soir sur Arte par quelques gens qui réfléchissent. Mais le grand public a compris ce qui se passait parce que DiCaprio a joué le rôle dans une fiction. D'un seul coup, cette histoire vraie, qui intéressait une élite, a été connue du grand public parce que c'est passé à la fiction. Donc en fait, pour moi, l'information, c'est comme une course de relais, c'est-à-dire qu'on se passe le relais. Donc il y a le combattant qui raconte son histoire au photographe, au journaliste, le journaliste qui se met à écrire ou un écrivain qui prend l'histoire du journaliste pour faire un livre, quelqu'un qui va prendre le livre et le romancer dans une fiction, et finalement ça va atteindre un immense public. Mais l'histoire sera racontée, quoi qu'il arrive. Donc voilà. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de raconter. D'être la voix de ceux qui ne peuvent pas vous parler. Et puis les oreilles de vous qui ne pouvez pas aller sur place. Ou n'avez pas envie d'aller sur place. Parce que par exemple, Christophe de Ponfillet a fait une fiction sur son histoire en Afghanistan. C'était un journaliste documentariste qui a beaucoup travaillé sur l'Afghanistan et qui a voulu raconter l'histoire qu'il avait vécue avec un prisonnier russe qu'il avait réussi à faire libérer par Massoud en discutant avec Massoud. Et il a fait une fiction pour raconter son histoire. Et il m'a demandé de jouer son rôle à lui dans le film. Du coup, j'étais comédien et je jouais le rôle d'un journaliste qui a vécu l'histoire de l'Afghanistan. C'était incroyable. Là, je suis passé à la fiction en jouant le rôle du... Et en plus, les gens qui jouaient les combattants, c'était les vrais combattants. C'est-à-dire qu'on est parti dans la vallée du Panjshir et on est passé à la fiction, sauf qu'il n'y avait pas de comédien. C'était que des vrais combattants qui jouaient leur propre rôle, quoi. À tel point qu'à un moment donné, je suis tombé sur une unité de force spéciale américaine qui m'ont regardé effaré parce que j'avais une fausse blessure, comme si j'avais pris une balle dans le bras, donc plein de sang avec le côté noirci, une Kalachnikov, et j'étais habillé en Pandchéry, et ils tombent sur moi, ils n'avaient pas vu la caméra. Et ils disent « Who the fuck are you ?» Et je fais Et en plus, je parle comme ça avec le bras explosé. Donc le mec, il me dit c'est un surhomme. Et en fait, je lui ai expliqué que c'était un film. Mais au début, il se dit qu'est-ce que c'est que ce mec? Un Français déguisé en Pandchéry avec un bras pété, mais dont il parle avec, et Kalachnikov. J'ai dit non, c'est un film. Et il m'a dit, voilà, donc raconter l'histoire par tous les moyens. Et parmi tous les conflits que vous avez pu assister, c'est lesquels qui vous ont le plus marqué? Il n'y en a pas un qui m'a marqué plus qu'un autre. La Tchétchénie, c'était dur parce que les Russes ont vraiment aplati une ville. Et c'était la première fois que j'assistais à un bombardement de type Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que si vous prenez les images de Tchétchénie, vous les mettez en noir et blanc, on se croirait à Stalingrad, quoi. Donc c'est Grozny, c'est une ville qui a été construite avant et après la guerre, avec des grandes avenues, des immeubles. Et les Tchétchènes, ils s'habillaient avec des chutes de Mondial Moquette, quoi. C'était des grands manteaux avec des Kalachnikov, avec des têtes pas possibles. On a vraiment l'impression que c'était la Deuxième Guerre mondiale. Et les bombardements étaient tels que quand on essayait de compter le nombre d'obus qui nous arrivaient dessus ou de roquettes, on perdait le fil, en fait. Parce que les explosions se mélangeaient les unes aux autres, tellement il y en avait, et c'était 24 sur 24, quoi. Donc ça, ce qui m'a impressionné, c'est cette volonté d'écraser une ville sans discernement du tout. Dans un escalier, à un moment donné, le mur avait brûlé, et un soldat russe avait écrit avec la pointe de son poignard, ce qui faisait ressortir le blanc qu'il y avait derrière le côté noir du mur à cause du feu.
pardonne-nous pour ce que nous avons fait, et surtout pardonne-nous pour ce que nous allons faire. Et dans l'escalier, il y avait 3 civils morts, exécutés par les Russes. Donc il y avait un moment de folie, là, où j'ai mis du temps, en rentrant en France, à redescendre, quoi. J'étais vraiment très en colère, quoi. Après, ce qui me marque, c'est l'abandon, cette facilité qu'on a d'abandonner nos alliés, quoi. Je suis très très en colère avec le fait qu'on ait abandonné les Kurdes, parce que ce soit en Syrie ou en Irak, on a vaincu Daesh grâce à la participation des unités kurdes qui nous ont aidés à participer à l'offensive contre Daesh. Et une fois que c'était fait, quand les Turcs ont envahi le Kurdistan syrien, on les a laissés tomber. Et ça, c'est dégueulasse, quoi. Et là, c'est l'histoire qui se répète, justement. On a abandonné les Harkis en Algérie, on a abandonné les Mongs en Indochine. Les Américains abandonnent les Afghans là, ils se barrent, en laissant toute une population qui a cru à quelque chose. Quand on y pense, il y a 20 ans, les Américains, il y avait les talibans à Kaboul. Et en 20 ans, et en dépensant des billions de dollars, 4 présidents américains, des billions de dollars, pour passer des talibans à Kaboul aux talibans à Kaboul. Bravo. Joli résultat. Toutes les guerres sont marquantes. Ce qui est l'injustice, dans toutes les guerres, ce qui me touche le plus, parce que je ne sais pas quoi faire avec ça, c'est les enfants, les gamins, parce qu'ils n'ont rien demandé. Du coup, vous avez beaucoup parlé de l'Afghanistan. Du coup, on sait qu'en ce moment, en Afghanistan, la situation a beaucoup évolué avec le départ des Américains. Vous, quel regard est-ce que vous portez sur la reprise du pays et de Kaboul par les talibans ? C'est une catastrophe, la reprise de Kaboul par les talibans. C'est un échec total. C'est pas la peine de dépenser des milliards, des billions de dollars pour les abandonner. Alors je pense qu'il y a eu un accord entre les talibans, le gouvernement américain et le gouvernement afghan, parce que c'est pas possible qu'ils soient rentrés comme ça. Les talibans, à tout casser, ils sont 40 000. L'armée afghane, c'était plus de 200 000 hommes. Donc il y a eu un deal. Il y a eu un accord. Vous faites un gouvernement mixte et on évite les morts et on vous laisse la place, et vous nous laissez nos ressortissants partir, sauf que il n'y a pas de gouvernement mixte. C'est très particulier la région, ce que les Américains n'ont pas compris, c'est que dans la région, les gens changent d'alliance tout le temps. Moi, une fois, j'étais avec un colonel américain. Il devait y avoir une offensive, et il avait une des tribus avec lui, ce qui a augmenté ses troupes. Et à minuit, il mangeait son chapeau. Il était foudrage, quoi. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, l'opération est annulée, la tribu est passée chez l'ennemi. Donc, on annule l'offensive. 3 jours après, le chef de cette tribu-là est revenu, tout sourire, en disant, finalement, je suis avec toi. Donc l'Américain a hésité à lui mettre une balle dans la tête, mais le type souriait, quoi. Pour lui, c'est normal. Et l'autre disait, je lui ai dit, mais pourquoi tu as changé de camp? Je pensais que les autres allaient gagner, donc je suis allé avec eux. Puis quand j'ai compris que les Américains étaient plus forts, je suis revenu avec les Américains. Mais c'est pas un problème pour eux, ça. Ils ont toujours été comme ça. Ils ont toujours... Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, les talibans ont dit, OK, on va entrer. Les autres ont dit, OK, on se bat pas, comme ça va bien se passer. Et sauf que là, les talibans, ils vont installer la charia. Il n'y a pas une seule femme au gouvernement, comme ils avaient promis. Il n'y a pas un seul tadjik. Il n'y a que des Pashtuns. Et voilà, ils ont menti. Ils ont menti avec le sourire. Une fois, j'étais avec un commandant et il y avait un jeune journaliste anglais
assez naïf, plein d'allant, qui parlait avec eux. Et à un moment donné, le commandant me dit, ton ami, il est stupide. Je dis, pourquoi tu dis ça? Il me dit, bah, parce qu'il dit la vérité tout le temps. Voilà, tu as compris l'état d'esprit. Et c'est comme ça. Donc les Américains n'ont pas compris du tout que quand ils faisaient un deal au Koweït ou à Doha, je ne sais pas où ça s'est passé, les types allaient mentir. Ils acceptent le deal pour que les Américains se barrent, et après ils font le contraire. Et pour eux, c'est normal. C'est juste que les Américains sont des cons, pour eux. Quand le type dit on va faire ça, le mec il se marre déjà. Mais ouais, il n'y a pas de problème, mon ami. Vas-y, va-t'en et je vais mettre plein de femmes au gouvernement. On va mettre des Tadjiks, des Aziris, tout ce que tu veux. On va mettre. Puis dès que les Américains étaient partis, hop, terminé. C'est comme ça que ça se passe. Donc si tu connais pas le pays, c'est pas la peine. L'erreur, ça a été de rester. Personne n'a jamais gagné en Afghanistan. Personne. Les Anglais ont perdu, alors qu'ils étaient l'armée la plus puissante du monde à l'époque. Ils se sont fait jeter. Il y a eu un massacre au Khyber Pass. Les Russes ont perdu et nous, on s'en va. Personne n'a jamais envahi l'Afghanistan. Donc, normalement, notre métier sert à ça. C'est-à-dire que les présidents américains ont dû lire les articles qui ont été faits pendant l'offensive russe, pendant l'occupation russe. S'ils avaient lu les articles, ils auraient compris que c'est pas la peine. Attaquer l'Afghanistan pour sortir Ben Laden ou tuer Ben Laden, oui. Mais une fois que c'était fait, il fallait s'en aller. Occuper un pays, ça marche pas. On le sait. Ça marche jamais. Parce que des gens qui sont contre Ben Laden, qui sont d'accord avec nous, si vous restez, ils vont être contre vous aussi. Ce qui est normal. Les Américains viendraient ici pour enlever un terroriste qui est logé ici, on serait peut-être d'accord avec eux. Mais s'ils décidaient de rester et qu'en sortant du Lion d'Or, il y avait 2 soldats américains qui me jetaient par terre en me demandant mes papiers, à un moment donné, je rentre dans la résistance. Et voilà. Donc l'erreur, ça a été de rester. Quels sont les projets qui vous animent et quel pays souhaiteriez-vous couvrir? Là, en ce moment, c'est l'Afghanistan, évidemment, parce que il y a une résistance qui s'organise dans le Panchir. J'arrive pas à savoir à quel point elle s'organise, parce qu'encore une fois, c'est une guerre de communiquer. Donc, les hommes de Massoud communiquent en disant qu'ils ont tué 600 talibans, fait 1000 prisonniers. Les talibans disent qu'ils ont totalement pris le Panchir. Donc, le seul moyen maintenant, c'est d'y aller. Donc, pour l'instant, ça, c'est vraiment très, très intéressant de voir ce qui va se passer. Parce que là, je pense qu'on va aller vers une guerre civile. Déjà, Massoud, le fils Massoud, a déclaré un gouvernement en exil. Donc, ça veut dire qu'il refuse. Et donc, ils vont chercher des armes et de l'argent et commencer la résistance. Les talibans, dans les campagnes, commencent à exiger des paysans qu'ils les nourrissent. Seulement, il n'y a plus à bouffer. Donc, à un moment donné, les paysans vont se révolter. Donc, on est à la fin d'un conflit et au début d'un autre, quoi. Donc, pour l'instant, c'est le conflit qui m'intéresse le plus. Après, j'ai l'œil et l'oreille sur d'autres trucs qui se préparent. Par exemple, en Birmanie, il y a eu ces manifestations plus ou moins pacifiques, mais sans armes, avec le gouvernement a répondu en tirant à balles réelles sur les manifestants. J'ai appris, parce que j'ai des contacts chez les Karen, qui eux se battent contre le gouvernement, mais c'est une armée dans la jungle, que beaucoup de manifestants ont rejoint les Karen, qui est une ethnie en Birmanie, et s'entraînent aux armes. C'est-à-dire que les prochaines manifs, les manifestants vont être armés. Donc on risque de basculer sur une guerre civile. C'est un peu le même scénario qu'en Syrie. Au début, les manifestants étaient pacifiques, l'armée a tiré sur eux, ils se sont armés, et c'est devenu une guerre civile. Et là, je pense qu'en Birmanie, ça risque d'arriver. Donc je garde un œil là-dessus pour prendre les contacts. Donc je vais essayer après l'Afghanistan, de rejoindre la rébellion Karen dans la jungle. Le problème, ce qui m'empêche de le faire, je voulais le faire avant, c'est qu'il faut passer par la Thaïlande.
Et après, il y a 4-5 jours de marche pour passer à la frontière, là, dans la jungle avec les rebelles. Le problème, c'est qu'arrivé en Thaïlande, il y a 14 jours de confinement. Et moi, j'ai pas les moyens de payer $3000 d'hôtel avant même de commencer le reportage, quoi. C'est con d'être empêché par un microbe. Mais dès que ça va s'ouvrir en Thaïlande, voilà, donc il y a ça. Donc, ce qui m'intéresse, c'est à la fois les conflits qui ont lieu, les conflits à venir, et puis après, j'ai des sujets plus larges, qui sont par exemple au Nicaragua. J'étais avec un jeune commandant qui s'appelait Ortega, qui luttait contre un dictateur d'extrême droite. Et aujourd'hui, il est président de la République et il fait tirer sur les manifestants. En fait, il est devenu le dictateur. Et donc la boucle est bouclée sur une vingtaine d'années. Ça m'intéresse de suivre les sujets en longueur aussi. Donc voilà. Il y a plein d'histoires à faire.